Les gouvernements qui nous ont précédés ont conduit le pays à la paralysie économique sous prétexte de respecter une orthodoxie financière à laquelle le grand capital est fortement attaché. Parfois avec d'excellentes raisons. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance à des financiers en matière de finances. L'ennui, c'est que leur intérêt ne coïncide pratiquement jamais avec ceux du pays. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'un homme intelligent peut dire des bêtises. Bonjour, Augustin. Oh, c'est Émile! Bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire comme densité cette année? Aïe, 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 la densité, c'est rien à le dire. Mais dans le fond, le prix où tu vends, t'as pas... Salut, ça va? Oui. Bonjour, François. Le prix où tu vends, t'as pas de quoi payer l'engrais. On est gouverné par les Lascars qui fixent le prix de la betterave et qui serait seulement pas foutu de faire pousser des radis. Tiens, tu veux le fond de ma pensée, hein? Les députés, faudrait tous les ficher dans la Seine. Oh, sois tranquille, ils savent nager. La politique, c'est un métier de voyou. Eh ben, dis donc, je te remercie. Ah non, non, c'est pas pour toi que je dis ça, tu le sais bien. Non, toi, t'es d'ici, c'est pas pareil. La culture était presque née dedans. Eh ben, tu vois, c'est sans doute pourquoi ils ne m'ont jamais confié le portefeuille de l'agriculture. Que j'aurais refusé, d'ailleurs, pour ne pas me fâcher avec toi. Oh, c'est brave, merci. Dis donc, à ton avis, quels nouveaux voyous ils vont nous mettre au gouvernement? Au revoir, Augustin. Adieu, Émile. Au revoir, François. Présenté par le gouvernement risque de réduire à la misère la paysannerie française. Qu'est-ce qu'une Europe fédérée apporterait de positif à notre économie? Des céréales. Nous en avons. Du vin. Nous en exportons. Notre cheptel suffit à assurer la plus grande partie de notre consommation. Dans ces conditions, que pouvons-nous attendre de certains pays d'Europe incapables de se suffire à eux-mêmes? De nouveaux partenaires ne pourraient que créer ce que le président Beaufort appelle émulation et que j'appellerais, moi, confusion. L'Europe que nous propose le gouvernement est une forme déguisée d'assistance aux pays économiquement faibles. Qu'avons-nous à y gagner? Rien. Qu'avons-nous à y perdre? Tout. Mais nous discernons fort bien le but caché de l'entreprise. Le président Beaufort, en faisant de la France le leadership de l'Europe unie, ne vise probablement qu'une présidence de plus. Alors, cher ami, vous êtes venu pour la mise à mort? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Beaufort n'a pas appelé votre mari dans son ministère. Philippe s'est assez dévoué pour lui. Oh, la gratitude, la jalousie aussi, peut-être. Ne sacrifierons pas la sécurité de tous à l'intérêt d'un seul. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il s'applique. Il est encore plus mauvais que d'habitude. Comme personne ne l'écoute, c'est un lever de rideau. Les ténors sont pas encore en piste. Moi, les petits-enfants, je peux vous faire le pointage. 300 voix contre, 120 pour et environ 120 abstentions. Et c'est comme ça qu'on va torpiller la seule tentative intelligente de l'après-guerre. Oui, messieurs, je le répète, l'agriculture est le fruit de longues générations de travail, d'efforts et d'attention. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Car cette France ne deviendra pas la vache à lait de l'Europe.
Et dire qu'il a été proposé pour la commission de censure. Heureusement qu'il a été blackboulé. Par qui? Par tous ceux qui savent lire et écrire. La parole est à Monsieur Philippe Chalamon. Messieurs, nous voici arrivés, je pense, au cœur du vrai débat sur un problème qui, nous le savons, préoccupe le gouvernement depuis des mois et plus particulièrement Monsieur le Président du Conseil depuis des années. Le projet de fédération des États-Unis d'Europe. Je vais avoir à formuler de graves réserves. Nous les connaissons, ces réserves. Je m'empresse d'ajouter que le problème qui se pose n'est pas aussi simple que certains semblent le penser. Avant de formuler ces réserves, qu'il me soit permis de rendre hommage au gouvernement pour ses incontestables réussites de ces derniers mois, tant au point de vue économique qu'au point de vue social. D'autre part, quelle que soit l'opposition que je serai contraint d'exprimer au sujet du projet de fédération et plus particulièrement au sujet de l'union douanière, je tiens à ce que ne soient jamais mis en doute les sentiments élevés qui animent Monsieur le Président du Conseil. Il est plus modéré que je ne pensais. Oh, s'il part doucement, c'est qu'il a l'intention d'aller loin. Pour n'être pas très neuve, l'idée de fédération européenne n'en est pas moins généreuse. Généreuse mais utopique. La suppression de l'actuel système douanier, le libre-échange, sont autant de formules qui relèvent du manuel de littérature mais qui constituent un défi permanent au manuel d'arithmétique élémentaire. Est-ce parce qu'il sera européen que le mètre va devenir extensible? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la tonne de charbon va doubler de volume? Est-ce parce qu'elle sera européenne que la France augmentera en puissance et en prospérité? Le projet d'union douanière sur lequel le gouvernement nous invite aujourd'hui à voter la confiance est mis en pratique depuis longtemps par les contrebandiers. Mais est-ce une raison suffisante pour l'adopter? Il dit n'importe quoi. C'est l'apanage de l'opposition. Monsieur le Président du Conseil, lorsque vous avez pris le pouvoir... Ah non, Monsieur Chalamon, non. Monsieur le Président du Conseil, je vous rappelle... Je n'ai pas pris le pouvoir, Monsieur Chalamon. On est venu me l'offrir. Je ne voulais en priver personne. Quand on ne veut pas du pouvoir, on le refuse, Monsieur Beaufort. On peut très bien vivre dans l'ombre. Et ne jamais en sortir, vous en savez quelque chose. La parole est à Monsieur Chalamon. Lorsque nous avons été appelés à voter l'investiture, nous avons cru sceller un contrat entre le gouvernement et l'Assemblée. Or, ce contrat n'a pas été respecté. Le projet d'union douanière que l'on nous propose aujourd'hui sort comme un lapin d'un chapeau. L'Assemblée n'a pas été tenue au courant des travaux préparatoires. Pourquoi? Eh bien, parce que Monsieur le Président du Conseil est parfaitement conscient d'entraîner le pays dans une politique d'aventure. Au nom des bons sentiments, certes. En reprenant les rêves de pacifisme périmés de Genève et de Locarno, autant de capitulations qui ont amené la France dans l'impasse où elle se trouve. Les pires situations peuvent se justifier par des mots. Ces mots, je suis persuadé que Monsieur le Président du Conseil les trouvera, l'éloge de son éloquence n'est plus à faire. Pour ma part, je préfère les chiffres. Leur langage est sévère, parfois rebutant, mais toujours net. Or, si nous examinons les chiffres, nous constatons que la rentrée des devises a daté du 1er janvier. Sein Projekt einer europäischen Föderation stoßen in der französischen Kammer auf heftigen Widerstand. Kommt es zu einem Vertrauensvotum? The Chambre des députés was positively icy. The United States of Europe proprio prese il progetto Beaufort che aveva ottenuto l'adesione dell'Italia. En ce moment, M. Philippe Chalamon, qui prononce un réquisitoire serré. Le leader des indépendants républicains semble vouloir conduire le gouvernement à poser la question de confiance, et tout donne à penser qu'il y parviendra. Dans cette hypothèse, quelle sera l'issue du scrutin? Les immobilistes ont une revanche à prendre, et l'on croit qu'ils ne laisseront pas passer l'occasion. Mais les chiffres ne traduisent pas seulement les fluctuations économiques. Ils s'inscrivent parfois en lettres de sang dans l'histoire d'un pays. Or, je tiens à le dire bien haut,
Ce n'est pas pour consentir à l'abandon de la souveraineté nationale que les héros de la plus meurtrière des guerres se sont fait tuer. Ce n'est pas pour une Europe sans frontières que sont tombés 1 500 000 Français, parmi les meilleurs. Mais que l'on ne se méprenne pas sur mes intentions. Je demeure convaincu que la chute du gouvernement plongerait le pays dans une nouvelle crise dont le régime ne pourrait sortir qu'affaibli. Je souhaite de toutes mes forces que le président Beaufort soit à même de poursuivre son œuvre de redressement national. Et c'est dans cet état d'esprit que je vous supplie, Monsieur le Président du Conseil, de retirer votre projet. Nous permettons ainsi de vous voter une fois de plus la confiance. Décidément, votre mari aura tout fait pour le sauver. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamont parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, Monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant Monsieur Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi il n'empêche pas les amis de Monsieur Chalamont de dormir. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans des cimetières que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police charger des grévistes. Je l'ai vu aussi charger des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous penserons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle,
Elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateurs. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Mais c'est un adieu. Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Bravo. Il me paraît assez délicat. J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Crénaire. Je ne vous le reproche pas. Vous êtes trop bon. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre. Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. J'ai parlé tout à l'heure de syndicats d'intérêt. Voulez-vous, messieurs, que je fasse l'appel de cette assemblée? Nous allons même le faire par ordre alphabétique. Gaston Ablin, président directeur général de l'Omnium minier du Sénégal, des charbonnages de la Côte d'Ivoire, de la compagnie franco-africaine pour l'électricité et l'industrie. Jean Adrian, fondé de pouvoir de la banque Isard Lebray, directeur administrateur des fonderies et forges de Picardie, fondateur de la compagnie d'assurance La Liégeoise. Monsieur François Ambert se contente de présider les raffineries Legrand, lesquelles sont reliées au Trust Vogel, qui contrôle 25 sous-marques et filiales diverses. Monsieur le Président, je m'appelle Aymar, A.I. Je ne préside aucun trust et n'administre aucune société. En effet, Maître Aymar est avocat conseil de l'Anglo-Française des pétroles. Il ne touche pas de dividendes. Il perçoit des honoraires. Monsieur le Président de l'Assemblée, sommes-nous ici pour une revue de détail? Monsieur Valimont, merci. Votre insignifiance vous tenait lieu de paravent et j'avais justement une question à vous poser. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Voyez-vous là quelque chose d'infamant? Aucune infamie. Simplement une légère contradiction dans les termes. Enfin, puisqu'elle ne vous apparaît pas. Je suis certain qu'elle n'apparaîtra pas non plus pour des raisons similaires à monsieur Audran de Hauteville, qui défend, avec talent d'ailleurs, la cause du désarmement et dont la famille fabrique depuis plusieurs générations des armes automatiques de réputation mondiale. Les Hauteville n'ont pas de leçon à recevoir, monsieur Beaufort. Ils pourraient par contre vous en donner. J'en suis certain. Venant de gens qui allient la vocation de pacifiste au métier d'armurier, j'aurais en effet beaucoup de choses à apprendre. Monsieur Alexandre Beauvais, président directeur général des phosphates d'Abdel Salim. Monsieur Beauvais est un modeste. Il aurait pu se faire élire dans 5 départements, puisqu'il dirige le plus important de nos journaux de province. Je désespérais d'entendre ça un jour. C'est bon. On l'embarrasserait. Vous partez? Excusez-moi de parler jusqu'au cimetière. Monsieur Jean Calvit, directeur et actionnaire de l'International General Bank. Ah, Gilbert, appelez tout de suite le marbre. On change de titre.
Le roi est mort, vive le roi, ça sonnait bien pourtant. Quand on est gouvernemental, mon petit, le tout n'est pas de bien sonner, mais de sonner à l'heure. Nous titrons brillante intervention de M. Philippe Chalamont. Allez. Monsieur Antoine Villemomble, administrateur des filatures Zeugman et vice-président de la Société française des soieries de France. Enfin, Monsieur Ziegler, le dernier de la liste, et qui ferait figure de parent pauvre si sa femme ne possédait pas 33% des bazars de Sao Paulo. Je vous demande pardon. À l'énoncé de tous ces titres, je réalise la folie de mon entreprise. En vous présentant ce projet, je ne vous demandais pas seulement vos voix, je vous demandais d'oublier ce que vous êtes. Un instant d'optimisme. C'est sans doute à cet optimisme que M. Chalamont faisait allusion tout à l'heure, en évoquant mes bons sentiments et mes rêves périmés. La politique, messieurs, devrait être une vocation. Je suis sûr qu'elle l'est pour certains d'entre vous, mais pour le plus grand nombre, elle est un métier. Un métier qui ne rapporte pas aussi vite que beaucoup le souhaiteraient et qui nécessite de grosses mises de fonds. Une campagne électorale coûte cher. Mais pour certaines grosses sociétés, c'est un placement amortissable en 4 ans. Et pour peu que le protégé se hisse à la présidence du Conseil, alors là, le placement devient inespéré. Les financiers d'autrefois achetaient des mines à Djelitzer ou à Zoa. Eh bien, ceux d'aujourd'hui ont compris qu'il valait mieux régner à Matignon que dans l'Oubangui, et que de fabriquer un député coûtait moins cher que de dédommager un Rouennais. Vous voyez, messieurs, nous aurons enfin été d'accord une fois. Je partirai au moins avec l'estime de mes adversaires. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de M. Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous la laisse. Le gouvernement maintient son projet, la majorité lui refusera la confiance et il se retirera. Il y était préparé en entrant ici. J'ajouterai simplement pour quelques-uns d'entre vous. Réjouissez-vous, fêtez votre victoire, vous n'entendrez plus jamais ma voix. Et vous n'aurez jamais plus à marcher derrière moi. Jusqu'au jour de mes funérailles. Funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité. Et ce dont je vous remercie par anticipation. Ne cherchez pas, Milran, je l'ai dans ma poche. Qui vous a chargé de cette besogne? Oh, je vous demande pardon, Monsieur le Président. Je vous demande pardon, je ne voulais pas. Je vous en prie, pas de larmes, j'ai horreur de ça. Et relevez-vous, ne soyez pas stupide. Mais je vous jure que je ne voulais pas. Je vous demande, qui vous a chargé de cette besogne? Le commissaire de Lemieux des renseignements généraux. Depuis quand? Oh, je ne sais plus. 2 ans à peu près. Un jour de congé, je devais aller à Évreux. 2 hommes m'attendaient à la gare.
Le commissaire Delemieux et un autre. Le commissaire m'a dit qu'il était en mission officielle. Que c'était au nom du gouvernement qu'il me demandait de... De trahir votre patron. Mais non, Eh ben, comment appelez-vous ça? mais je ne devais rien vous prendre, rien voler. Je devais juste découvrir où se trouvaient certains documents. Le commissaire m'a même dit, tant que le président Beaufort détient ses papiers, le gouvernement n'a rien à craindre. Je devais juste savoir où ils étaient, pour pouvoir les remettre à la police tout de suite après. Après ma mort. Il ne vous est jamais venu à l'idée que l'homme qui a écrit cette lettre pourrait un jour arriver au pouvoir. Et que ce jour-là, cette lettre deviendrait un moyen de... Évitons le mot chantage, mais disons un moyen de pression. Il ne vous est pas venu à l'idée non plus que le commissaire Delemieux pouvait avoir envie de devenir chef de la sûreté? Ou même préfet de police? Non. Vous allez me renvoyer, n'est-ce pas? Je devrais. Parce qu'il y a une chose plus grave que la trahison, Milran. C'est la bêtise. On ne vous a pas demandé de me cambrioler de mon vivant parce qu'on n'a pas osé. Mais on vous a proposé un cambriolage posthume. Le commissaire Delemieux m'a juré qu'il s'agissait de l'intérêt De la République, Bob parbleu. Dites-vous bien, Milran, que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une République à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. Allez, oublions ça, l'incident est clos. Je vais vous préparer un autre grog, celui-ci est froid. Non, laissez-moi seul et ne venez que si je vous appelle. Entrez, Chalamon. Bonsoir, Monsieur le Président. Je pense que vous m'attendiez. Je vous attends depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous regardez? Tout cela. Je pensais ne jamais revoir cette maison, ce bureau. C'est étrange. Je m'attendais à une sorte de gêne, de honte, en tout cas de malaise. Vous vous surestimez. Peut-être, oui. Je n'ai pas finalement que de l'émotion, c'est presque agréable. Asseyez-vous. J'ai craint un moment que vous refusiez de me recevoir. Je suppose que vous me haïssez toujours. Oh, vous savez, j'ai 73 ans. Ça n'empêche pas les sentiments. Ça les atténue à mon âge en vie en veilleuse. On peut encore marcher, manger, haïr, mais à condition de faire tout ça doucement. Vous avez à peine changé. Vous avez blanchi, oui, mais peut-être un peu plus de ventre, et encore. Et moi? Oh, ben, en ce qui vous concerne, la surprise ne joue pas. Je vous ai souvent vu à la télévision. Vous étiez fort brillant. D'ailleurs, c'est une justice à vous rendre. Ce qui laisse le plus à désirer chez vous, ça n'a jamais été le style. Je vous ai également vu et entendu ce matin, mais là, le style était plus évasif. Il s'agissait, je crois, d'une réponse à donner demain matin au président de la République. Vous auriez pu économiser du temps et de l'essence en la donnant tout de suite. À condition qu'elle soit négative, n'est-ce pas? Et vous prétendez que la haine s'atténue. Je trouve, moi, que vos sentiments n'ont pas varié. Ce qui n'a pas varié, c'est ma notion de ce que doit être un chef de gouvernement. Cette notion-là ne variera jamais. Je vous admire.
Oh, je ne vous en demande pas tant. Si, je vous admire. Car ma notion à moi a bien changé. Votre attitude lorsque vous étiez au pouvoir m'a souvent heurté. Mais aujourd'hui, je la comprends. Longtemps, la façon dont vous avez agi envers moi m'a semblé monstrueuse, mais aujourd'hui, j'agirai de même. Voyez-vous, Président, je pense que si la croissance s'arrête de bonne heure, un homme ne cesse jamais de grandir. Ce que j'ai longtemps refusé de comprendre et qui m'apparaît aujourd'hui comme une vérité première, c'est qu'à partir d'un certain degré de réussite, bien sûr, un homme d'État fait abstraction de son orgueil et de ses intérêts personnels pour devenir le prisonnier de la chose publique. Vous avez découvert ça quand? Quand? À ma première élection, ou peut-être à ma nomination au Conseil monétaire, je ne sais pas, mais ma conviction est faite. Me permettez-vous de vous poser une question? Voyez-vous parmi les hommes politiques d'aujourd'hui un chef de gouvernement qui s'impose et qui rende ma candidature superflue? Non. Voyez-vous un parti plus apte que le mien à dénouer la crise? Non. Pensez-vous que je sois capable, et là mieux qu'un autre, de résoudre les problèmes syndicaux et d'éviter la grève générale qui menace? Oui. Estimez-vous que je possède la technique, l'expérience, en un mot, la stature d'un homme d'État? Oui. Bon. Alors, dans ce cas, avez-vous votre veto? M'autorisez-vous à... À devenir président du Conseil? Voilà 20 ans que je vous dis non. Et pour être franc, je vous ai reçu ce soir pour le plaisir de vous le dire une dernière fois. Mais maintenant, sincèrement, je ne sais plus. Vous êtes souffrant, vous ne vous sentez pas bien? Non, ce n'est rien. J'ai plus l'habitude de veiller. Excusez-moi, c'est grotesque. Attendez-moi un instant. Villeran, mes pilules. Monsieur le Président, ce n'est pas raisonnable. Foutez-moi la paix, donnez-moi mes pilules. Merci. Ça. Allô, docteur Fumet? Oh, je m'excuse de vous déranger à cette heure-ci. Pourriez-vous venir tout de suite? Non. Non, je vous expliquerai. Soyez gentil, passez par la cuisine. Merci. Votre malaise est passé, vous m'avez fait peur. Tout cela est de ma faute, je suis désolé. Alors, votre programme? Non, vous devriez prendre un peu de repos. Oui, bon, j'aurai bientôt l'éternité pour ça. Alors laissez-moi juger de ce qui est urgent et de ce qui ne l'est pas. Parlez-moi de votre programme. Oh, c'est à peu de choses près le programme Beaufort. Oui, l'expansion de l'économie nationale par l'ouverture des marchés étrangers, avec comme premier palier un projet d'union douanière. Oui, ce projet que mes amis et moi avons torpillé. Mais à cette époque, l'Europe était pour nous une fiction grammaticale. Nous n'avons pas compris qu'elle était en passe de devenir une réalité économique. Vous aviez 15 ans d'avance. Bon, admettons qu'il reste là-dedans 2 ou 3 idées à reprendre, mais la situation financière a changé. Vous êtes à la veille de l'inflation. Nous prendrons les mesures appropriées. Lesquelles? Mais je ne prendrai pas cette décision sans vous consulter le moment venu, mais je suis convaincu qu'une dévaluation s'impose. À moins que vous n'ayez une meilleure solution à nous proposer. Pourquoi moi? Mais parce que je compte gouverner non seulement avec votre agrément, mais avec votre appui. J'aimerais que mon entrée à Matignon soit le départ d'une nouvelle collaboration. Secrète, mais totale.
Ce que vous venez de dire me flatte, Chalamont. Si. Pour des raisons particulières, je vous ai longtemps pris pour un salaud et je constate avec plaisir que là aussi, j'avais 15 ans d'avance. Et dire que vous avez failli m'avoir. Vous êtes intelligent, Chalamont, comme la plupart des salauds, d'ailleurs. Vous savez qu'il y a des hommes qu'on peut acheter avec une enveloppe ou un bout de Légion d'honneur. Moi, vous avez essayé de m'avoir par la vanité. Ce que vous venez de faire est ignoble. Enfin, Monsieur le Président, permettez-moi de vous demander quelques explications. Vous venez d'être de la plus grande lâcheté, celle de l'esprit. Et c'est pour ça, Chalamont, que je ne vous laisserai jamais prendre le pouvoir. Parce que c'est une saloperie de venir au pouvoir sans avoir une conviction à y appliquer. Je ne serai pas le premier. Savez-vous pourquoi je vous ai fait écrire cette fameuse lettre et pourquoi je l'ai gardée? Oui, je le sais, figurez-vous. Par vengeance. Pour humilier un homme que vous n'aimiez pas. Non, pour préserver un pays que j'aime bien. Alors pourquoi disiez-vous tout à l'heure que j'étais un gouvernant possible? En tout cas, pas plus mal qu'un autre. Pas plus mal qu'un autre. Décidément, vous êtes plus ambitieux pour vous que pour votre pays. Voilà tout ce que vous lui souhaitez. Un homme pas plus mal qu'un autre. Quand on a cette ambition-là, on ouvre un bazar. On ne gouverne pas une nation. Et si je vous disais que je me fous de cette lettre? Si je passais outre? Oh, tous les journaux, on aurait une copie dans les 24 heures. Croyez-vous qu'il la publierait? Non, mais toute la presse saurait que cette lettre existe. Et ça reviendra au même, vous le savez très bien. C'est pourquoi, moi vivant, vous ne serez jamais président du Conseil. Moi mort non plus, d'ailleurs. Foutez-moi le camp, Chalamont. Courez à l'Élysée dire que vous renoncez, enveloppez ça dans le bobard que vous voudrez. Allez, vite. Laissez-moi regarder une dernière fois le dépositaire de la grandeur française. Vous parlez d'ambition. Savez-vous ce que vous allez avoir au gouvernement? Un Bergelon, un Marcel Ferchou, un crétin. Mais un crétin comme vous les aimez, honnête. Eh ben, ce sera toujours ça. Étant donné ce que ça rapporte, il faut bien que ça serve à quelque chose d'être honnête. Tiens, déjà au travail, Migrant? Le courrier, Monsieur le Président, et les journaux. Ah. Et à part ça? Aux 3 tapeurs, une étudiante d'Oslo qui prépare une thèse sur l'éloquence et voudrait savoir où se procurer certains de vos discours. Un facteur retraité qui aimerait que vous lui fassiez don d'une maison et de préférence à côté de Bergerac. Et puis le traditionnel journal féminin qui fait la traditionnelle enquête sur le rôle des femmes dans la vie des hommes célèbres, questionnaire à l'appui. Êtes-vous marié? Combien de fois? Avec qui? Votre femme a-t-elle aidé votre carrière? Un homme politique peut-il être fidèle? Etc., etc. Compagnie comme d'habitude. Non. Pour une fois, nous allons répondre. Écrivez. Madame la rédactrice en chef, au risque de vous décevoir, je me dois de vous informer que ma vie sentimentale fut extrêmement brève. Veuf, après 10 ans d'une union parfaitement heureuse, il ne m'est jamais venu à l'idée de me remarier. Durant les 30 années qui ont suivi, je n'ai eu qu'une maîtresse, la France. Pour le reste, je me suis toujours adressé aux maisons closes et aux théâtres subventionnés. Oh. On va pas envoyer ça. Si, et avec une photo encore. Tenez, envoyez donc celle où je suis au gala des petits lits blancs, avec le président Doumergue et les Dolly Sisters.